merci d'être avec nous pour ce débat qui va concerner donc le premier tour des élections primaires de la droite et du centre. Nous allons analyser tous les chiffres qui sont produits sur le département. Nous allons voir si ce sont les mêmes qu'au niveau national. Et pour débattre aujourd'hui à mes côtés, Patrick Biancone, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Journaliste à Lozère Nouvelle. Michel Mollingue, bonjour. Bonjour. Journaliste à Lozère Nouvelle, et puis Claude Donadieu, le directeur de Bonjour. RCF et de Lozère Nouvelle. Alors, tout d'abord, les résultats en ce qui concerne la Lozère, ce sont à peu près les mêmes qu'au niveau national. François Fillon arrive en tête avec 41,99%, Alain Juppé 25,52%, Nicolas Sarkozy arrive également en troisième position comme au niveau national avec 22,10%, suivi ensuite des petits candidats, on va dire, puisque Bruno Le Maire obtient 3,55, Nathalie Kosciusko-Morizet 2,45, 0,97 pour Jean-Frédéric Poisson et 0,42 pour Jean-François Copé. Donc ce sont des résultats, Patrick, qui collent au national. La Lozère colle au national. C'est vrai, on peut le dire, il y a quand même quelques petites différences, mais c'est vraiment à la marge. Il y a eu vraiment un raz-de-marée, une vague immense en faveur de François Fillon, y compris dans ce département de la Lozère, et on peut déjà dire que c'est une grosse surprise, une énorme surprise. Personne ne pouvait prévoir un tel score. J'ai quand même discuté avec plusieurs membres du parti Les Républicains, et même au sein du parti, ils étaient quasiment... il y avait quasiment personne, il faut quand même le dire, qui annonçait non seulement une victoire de François Fillon, mais en plus avec un tel score et un tel écart avec son second Alain Juppé. Et donc ce qui fait l'élimination de Nicolas Sarkozy est aussi une grosse surprise, en particulier dans ce département de la Lozère, que Nicolas Sarkozy arrive en troisième position. On sait que l'ancien président de la République, quand même, a toujours eu une bonne cote de popularité dans notre département. Donc c'est une surprise de voir Nicolas Sarkozy troisième, y compris en Lozère. Et alors les autres petits candidats sont quasiment inexistants. 0,97 pour Jean-Frédéric Poisson, la droite traditionnaliste. Là aussi, on peut parler de surprise. Tu parlais des petits candidats, donc on peut les citer. Bruno Le Maire, qui a fondé toute sa campagne, tout son discours sur la défense de la ruralité. La Lozère est l'exemple type du département rural. Pourtant, y compris en Lozère, Bruno Le Maire n'a pas décollé, mais vraiment pas du tout. Avec un score de 3,5%, c'est vraiment très faible. Donc, par rapport au national, c'est là une petite différence parce qu'il passe devant Nathalie Kosciusko-Morizet, alors qu'au niveau national, il est derrière. Après, Jean-Frédéric Poisson aussi, l'électorat catholique ici en Lozère qui est très présent. On aurait pu penser qu'un certain nombre voterait pour Jean-Frédéric Poisson. Le score est vraiment famélique, moins d'1% dans notre département. Et alors que dire de Jean-François Copé, qui est le seul candidat à être venu physiquement ici en Lozère, réunion publique à Saint-Amand. Michel pourra mieux en parler encore que moi, puisque c'est lui qui a couvert cette venue pour notre journal. Là, donc le secteur il est venu à Saint-Amand, donc le bureau de vote, c'était à Rieutort de Randon, et donc Jean-François Copé fait 0 voix sur le bureau de vote de Rieutort. Il fait une seule voix sur le bureau de vote de Mende. 0, alors attends, le chiffre précis de Jean-François Copé, c'est 0,30. 13 voix sur l'ensemble de la Lozère. Bon, les chiffres veulent tout dire. On y reviendra dans quelques instants avec vous, Patrick, sur d'autres villes importantes de la Lozère et les résultats. 19 bureaux de vote dans le département. Il y en aura encore 19 pour le second tour. On va y revenir. 7% des Lozériens ont voté. C'est un taux de participation important, Michel? Alors, un taux de participation important, non, pas vraiment. Certains endroits en France ont voté jusqu'à 20%. Je reviendrai un petit peu sur ce que vient de dire Patrick concernant la venue de Jean-François Copé à Saint-Amand, puisque justement j'y étais. Et on avait l'impression, la salle étant bien pleine, qu'il remportait son petit succès et que, franchement, il obtiendrait un peu plus de voix que ce qu'il a obtenu. D'autant plus que les arguments qu'il avançait,
sa fameuse théorie de gouverner par ordonnance dès son arrivée au pouvoir. On s'aperçoit que Alain Juppé et François Fillon en parlent aussi, que ce n'était donc pas une vue de l'esprit du seul Jean-François Copé. Et on est quand même extrêmement surpris. Je pense que c'est même avec le score de Bruno Le Maire le chiffre qui a le plus surpris les gens. Claude Donadieu, quelle est votre réaction après ces résultats sur la Lozère? Je crois que la population lozérienne et les électeurs qui se sont déplacés dimanche font partie d'une frange d'une droite conservatrice, catholique, qui se retrouve tout à fait dans le discours qu'a tenu François Fillon pendant les 3 longs mois où il a labouré le terrain depuis tous les horizons. Et donc, à un moment donné, ce message-là a porté. Et au-delà du message, il y a l'image aussi. C'est-à-dire que je crois que les Lozériens aujourd'hui, on l'a vu, n'ont pas porté la droite bling-bling, qui était représentée par Nicolas Sarkozy. Et quand il s'agit de faire la différence entre un Fillon et un Juppé, c'est certainement des valeurs de traditionnalisme, des valeurs, disons-le, de l'Église, du catholicisme, etc., qui ont certainement amené un grand nombre d'électeurs à porter leur suffrage à François Fillon. On y reviendra peut-être, puisqu'on dit que François Fillon est conservateur, on va y revenir dans quelques instants. Patrick Biancone, avant de peut-être détailler un peu certaines communes, est-ce qu'on peut dire que les sondages se sont trompés, bien sûr? C'est la grande mode, et c'est vrai que c'est la grande critique actuellement, et c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de raisons de penser qu'au niveau des sondages, ça devient de plus en plus compliqué, alors pour différentes raisons. La plus évidente, c'est de dire que la personne qui est sondée cache plus ou moins, plutôt plus que moins, pour qui elle va voter, donc c'est incontestable. Et puis il y a peut-être aussi une façon d'appréhender la façon dont on fait les sondages, qui à mon avis mérite aussi d'être réformée, et donc qui explique ces énormes écarts qu'on peut voir, mais c'est pas une spécificité française, puisqu'on l'a vu avec le Brexit en Grande-Bretagne, tous les sondages disaient que la Grande-Bretagne allait voter le maintien dans l'Europe. C'est le contraire qui s'est passé. Et alors, bien sûr, ne parlons pas des récentes élections aux États-Unis, où là, on en a souvent parlé entre nous au sein de la rédaction. C'est vrai que même le matin, puisqu'on avait nous ce fameux décalage horaire vis-à-vis des États-Unis, le matin, il suffisait de mettre nos chaînes et puis les envoyés spéciaux là-bas aux États-Unis, alors qu'ils soient français ou américains, disaient un ras de marée pour Hillary Clinton. Et puis finalement, on a vu ce que c'est finalement Donald Trump qui s'est imposé dans quasiment tous les États des États-Unis, hormis la côte Est et la côte Ouest. Donc, on le voit, les sondages sont ce qu'ils sont. Ça devient de plus en plus compliqué de savoir ce que les gens véritablement vont faire. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même garder une prudence toute relative pour ce second tour. Est-ce que François Fillon va conserver l'énorme avantage qu'il a? À mon avis, je pense qu'on n'aura pas 15 points au niveau national, il a 15 points d'avance, on n'aura pas ces 15 points. En Lozère, il a 13 points d'avance sur Alain Juppé. À mon avis, on ne retrouvera pas ces 13 points. L'écart sera beaucoup plus réduit. Ça peut faire du 52, 54. On verra. Et pourquoi pas, peut-être, certains le disent, et ça ne me paraîtrait pas complètement fou aussi, peut-être que Juppé va renverser complètement la tendance et passer devant Fillon. À mon avis, les partisans de Nicolas Sarkozy ont le sort un peu de ce scrutin, ce deuxième tour entre les mains. Est-ce qu'ils vont suivre la direction annoncée par Nicolas Sarkozy de rejoindre Fillon, ou est-ce qu'ils vont rester carrément chez eux, ne pas voter pour ce second tour, ou certains vont peut-être même voter Alain Juppé? Tout est possible dans ce scrutin. Michel? Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Patrick, fort justement d'ailleurs, vendredi encore, donc 48 heures à peine avant le début du scrutin, certains instituts de sondage prévoyaient encore entre 5 et 10 points d'avance pour Alain Juppé, alors que par ailleurs, il nous annonçait un peu plus de 3 millions de participants. On en est à 4,2 millions, je crois, actuellement, à peu près. C'est ça. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des erreurs à ce niveau-là.
Erreurs un petit peu sur lesquelles se sont greffés nos collègues parisiens, parce qu'on a vu que finalement pour eux, il n'y avait que le duel Sarko-Juppé qui les intéressait. Et personne, finalement, dans cette grande nébuleuse médiatico-politique, n'a vu arriver cette espèce de comète qui était François Fillon. Tout aussi étonnamment, d'ailleurs, quand on connaît la personnalité de François Fillon, qui n'est pas un type à venir faire du buzz, qui est plutôt un type dans la retenue, et personne ne l'a vu venir. Et ça, quand même, ça interroge à la fois sur ce que disait Patrick, sur la capacité des sondeurs à analyser une situation, mais aussi, et là on peut nous aussi peut-être se mettre dans le bain, la capacité des journalistes et analystes à apporter une vue différente du sens commun, quoi, en quelque sorte. Claude? N'oublions pas aussi qu'il y a des inconnus, le débat de demain, qui, selon la façon dont il va se passer, peut amener des électeurs dont tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une forme de fluidité entre le vote de l'un et de l'autre, où on peut passer de l'un à l'autre sans avoir le sentiment de perdre son âme. Et en fonction du résultat du débat de demain, selon la prestation de l'un et de l'autre, ça peut amener à des conclusions complètement différentes. Alors on le voit, les deux candidats en ce moment s'envoient des pics l'un l'autre. On va essayer de mieux connaître ces deux candidats. Alors par exemple, Patrick, Juppé dit de Fillon, ce n'est pas un jeune perdreau de l'année, ce n'est pas quelqu'un qui est intervenu, c'est la même bande que Sarkozy. Sarkozy, Fillon, c'est la même chose. Pendant 5 ans, il n'a rien fait au gouvernement, on ne l'a pas entendu. C'est vrai qu'il y a quand même une évidence. On ne peut pas dire que Fillon n'est pas quelqu'un issu du système, puisque c'est le grand mot maintenant qui a lancé. C'est pas un homme nouveau. Hein. Voilà, exactement. Bon, on dit maintenant, est-ce que vous êtes dans le système ou hors du système? Et on a bien compris que maintenant, auprès des électeurs, quand vous êtes hors système, ça donne quand même un avantage. Alors Fillon a été bon parce que il arrive à persuader les gens qu'il est hors système, alors qu'il est totalement dans le système. Et d'ailleurs, parfois, il fait des lapsus, autrefois il a dit ça fait 30 ans que je suis parlementaire. Donc quand vous êtes depuis 30 ans aux commandes d'une circonscription, bien évidemment, vous n'êtes pas un perdreau de l'année. Il a été Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. D'ailleurs, une durée remarquable, parce que pour tenir 5 ans, en particulier sous les ordres de Nicolas Sarkozy, c'est quand même pas évident. Donc, Fillon a réussi à mettre ça dans la tête des gens, que c'était quelqu'un hors système, quasiment de nouveau, alors que c'est totalement l'inverse qui se produit. Et Juppé, bien évidemment, lui aussi, est quelqu'un entièrement du système. C'est un homme qui fait de la politique depuis encore plus longtemps que Fillon. Il a été Premier ministre bien avant Fillon. Il a eu sa traversée du désert. Il revient. Tout le monde sait qu'il a transformé Bordeaux. C'est incontestable. Donc nous avons deux personnalités issues du système politique. Sur ce plan-là, ils sont à égalité. Je suis à la tête d'un État en faillite. C'est ce qu'il disait lorsqu'il était dans le gouvernement Sarkozy. Alors, Juppé dit de Fillon que le conservateur de la Manif pour tous, de quelle façon il apporte ce soutien? Parce qu'ils ont parlé d'avortement. De Fillon a dû intervenir pour dire qu'il ne voulait pas abroger la loi, mais il y avait des problèmes sur la filiation. Alors effectivement, pour revenir juste au début de ce que tu disais, Fillon annonce dès le début du quinquennat avec Sarkozy, annonce effectivement qu'il est à la tête d'un État en faillite, ce qui a failli d'ailleurs lui coûter sa place. Et d'ailleurs, on peut se demander effectivement pourquoi tout à coup il nous présenterait les bonnes solutions alors qu'il ne les a pas appliquées pendant 5 ans. Ensuite, pour ce qui concerne cette affaire d'avortement là qui vient au premier plan, qui à mon sens d'ailleurs édulcore un petit peu, enfin comment dire, non plutôt cache un petit peu, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, car je ne suis pas persuadé que les Français
sont concernés au premier chef par ce débat-là. En tout cas, eux, ce qu'ils attendent surtout, c'est de voir comment la situation économique va pouvoir se régler. Comment donc, pourquoi Juppé s'en prend à ce point-là à quelqu'un qu'il considère d'ailleurs comme son ami par ailleurs, à propos de l'avortement, on peut se demander là si d'ailleurs il n'est pas quelque part un petit peu mal conseillé. On a l'impression que c'est un combat d'arrière-garde, et je pense que là, il n'a pas gagné. Les catholiques soutiennent Fillon. Oui, du point de vue social, culturel, il est évident que le milieu catholique traditionnel, tel qu'il est rural en Lozère aujourd'hui, a des accointances avec le message de Fillon. La manif pour tous le soutient aussi. Absolument. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue de la culture et de la façon de vivre, il est évident que Fillon recoupe beaucoup d'attachements de nos compatriotes qui vivent en Lozère, par cette ruralité, par ce traditionnalisme et cette culture dans laquelle baigne le département. Mais je crois quand même que à un moment donné, la différence entre les deux candidats, ils ont en ce moment intérêt à la monter pour que chacun des électeurs puisse faire son choix. Mais il ne faut pas oublier que du point de vue de la politique économique, c'est quand même pratiquement un bonnet blanc et blanc bonnet, dans le sens où on a affaire à des tenants d'un libéralisme débridé, peut-être un petit peu plus Fillon que Juppé, mais il y a des annonces fortes qui, par exemple, tiennent au recul de l'âge de la retraite, à l'abandon d'une forme d'impôt sur les grandes fortunes, etc., qui fait qu'on sait vers quoi on se dirige. C'est-à-dire Et une on ne peut année pas- difficile, on enfin ne peut- 5 ans, un quinquennat On ne peut pas difficile. leur faire le procès d'être dans le doute et d'être dans le déni. Ils osent dire, ils osent annoncer Du sang et des des larmes. mesures fortes dans le sens d'un libéralisme débridé. Et on peut se poser la question aussi, est-ce que les Français, dans leur ensemble, vont adhérer à ce type d'annonce? Est-ce que chaque Français en son fort intérieur va accepter demain de bosser 39 heures alors qu'il restera à payer 35? Est-ce que chacun d'entre nous va accepter de voir reculer l'âge de la retraite jusqu'à 65 ans en plus? Est-ce que les Français vont accepter de voir les grandes fortunes qui ne seront plus taxées? Donc, il y a un vrai débat et cette course au libéralisme, jusqu'où va-t-elle aller? Patrick, Juppé dit « Moi, je résisterai mieux au second tour face à Marine Le Pen ». Qu'est-ce que vous en pensez? À voir, c'est toujours compliqué d'analyser ce genre de phénomène. On est quand même plusieurs mois avant ce premier tour de la présidentielle. C'est vrai qu'on peut penser que Marine Le Pen, dans tous les cas de figure, sera au second tour. Alors c'est vrai que beaucoup de candidats, même s'ils ne diront jamais ouvertement, ont pour ambition justement de passer ce fameux premier tour en se disant il y aura un front républicain qui va se mettre autour de moi et donc ça me permettra de passer, alors plus ou moins aisément, et d'être président de la République. Alors est-ce que Juppé sera le meilleur rempart contre Marine Le Pen au second tour? J'ai quand même quelques doutes parce qu'on ne peut pas comparer, par exemple, avec ce qui s'était produit entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac, où on avait vu, bien sûr, ce peuple de gauche voter massivement et unanimement en faveur de Jacques Chirac, donc ce qui avait expliqué ce score, je crois que c'était plus de 70% en faveur de Jacques Chirac. La mentalité des gens a énormément changé. Et moi, j'en veux pour preuve, il suffit de se rendre là où vous êtes né, dans vos petits villages, dans nos quartiers. Et moi, je me souviens, il y a 20 ou 30 ans, quelqu'un qui votait Front National, où il disait, toi, tu votes Front National, il dit, ah non, surtout pas. Non, tu rigoles, mais qu'est-ce que tu dis? Mais non, mais
tu n'as pas le droit de me dire ça, alors qu'on savait pertinemment qui votait Front National. Et 10 ans plus tard, quand on lui disait toi tu votes Front National, il disait pas oui, mais il disait plus non. Et bien maintenant, quand vous le revoyez maintenant 20 ans plus tard, c'est lui qui vous dit maintenant, tu sais ce qu'il faut que tu votes, hein. Il faut que tu votes au Front National. Donc en 20 ans, on a quand même vu un changement total dans la façon de réagir de ces gens qui sont au Front National depuis 10, 15 ou 20 ans. Donc moi, je ne vois pas même un candidat, alors qu'il soit de droite ou de gauche, face à Marine Le Pen au second tour, ça ne sera pas aussi évident que ça l'a pu être, justement, comme je le disais auparavant, entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Michel? Oui, d'autant plus que ce qui est intéressant, c'est de connaître, on la connaîtra bientôt, la position que tiendra François Bayrou, un autre François, qui avait bien précisé qu'en cas d'élection d'Alain Juppé à cette primaire, il ne se présenterait pas, considérant que les idées que défendait Alain Juppé étaient proches des siennes. Quelle position tiendra-t-il vis-à-vis de François Fillon, dont on sait par ailleurs que là aussi ils sont relativement amis. On savait très bien qu'il serait parti si Sarkozy avait gagné cette primaire. Là, quelle sera sa position? Et on peut aussi revenir sur quelque chose, un phénomène qui est classique les soirs d'élection ou les lendemains d'élection, et qu'on a pu une fois de plus noter, c'est-à-dire de tous ces gens qui volent au secours de la victoire, comme on dit, tous ces anciens adversaires qui se rallient à une vitesse supersonique. On peut penser à Éric Ciotti, on peut penser à des gens de la manifestation pour tous. Exactement. Qui ont rejoint Juppé. Et qui, tout à coup, ont rejoint Juppé. Et pour certains, les 3 semaines, 1 mois avant le premier tour. Voilà. De même, pour François Fillon, on a pu se rendre compte que Nicolas Sarkozy, son ancien patron, s'est rallié très rapidement à lui. On sait pourtant qu'il y avait entre eux une certaine inimitié. Et par là même, eh bien, tous les lieutenants de Sarkozy, qui étaient d'anciens fillonistes. On pense à Wauquiez, on pense à Barouin, on pense à Woerth. Ils ont suivi la parole du chef. Voilà, à Ciotti. Bon, Pécresse, elle est partie du côté de Juppé. C'est ce qu'on risait chez Juppé aussi. Voilà. Donc, on s'aperçoit quand même que ces gens-là font ça un petit peu sans scrupule et se rallient vraiment vers celui qui semble être le mieux parti pour la victoire. Le meilleur cheval. Voilà, exactement. Claude. Le meilleur cheval, mais est-ce qu'il fait rêver les gens, le meilleur cheval? C'est une question. Je crois que ce que vient de dire Michel, à fort juste titre, tous les Français le pressentent. S'ils ne l'ont pas analysé, ils l'entendent et puis ils vont le percevoir au fur et à mesure. Et moi, je crois que le gros danger, c'est que il se peut qu'aux élections présidentielles, la droite aille au combat éclaté, divisé. Hein, s'il advenait que Bayrou se présente contre Fillon, on aurait une droite qui irait en désordre à la bataille. Ne parlons pas de la gauche qui ira avec peut-être 3 ou 4 candidats aussi aux primaires. Et que donc, au deuxième tour, on aurait évidemment Marine Le Pen qui serait en tête avec un score qu'on peut avoir du mal à imaginer aujourd'hui encore. Et puis après, une kyrielle de petits candidats qui ne pourraient que avoir lequel 12, 13 ou 14, 15%. Et dans ce cas-là, ça serait une forme de loterie pour savoir qui monterait contre Marine Le Pen au deuxième tour. Ça peut être un danger pour la démocratie et pour ces élections présidentielles qui se présentent. Alors le programme de Juppé, 300 000 fonctionnaires supprimés, Patrick? Oui, c'est pas rien. C'est pas réalisable selon... Fillon va même au-delà puisqu'il annonce 500 000 emplois publics supprimés pendant son quinquennat. C'est vrai que c'est des chiffres qui sont totalement hallucinants. Il faut bien employer ce terme-là. Alors quand on sait la moindre réforme, ce que ça peut provoquer chez nos concitoyens,
on a du mal à imaginer une France paisible, limpide, au moment où ce genre de mesures vont être réellement appliquées et réellement discutées aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Il y a eu des manifestations monstrueuses qui ont duré des mois et des mois pour des sujets qui étaient encore plus mineurs, entre guillemets, que cette problématique de supprimer 500 000 ou 250 000, 300 000 fonctionnaires suivant les candidats. Donc, on verra ce qui se passera. Donc, moi, quand on a entendu certains partisans de François Fillon dimanche, quand ils ont vu qu'il était largement en tête, Fillon président, ne sautons pas les étapes comme ça aussi gaillardement. Il va y avoir beaucoup d'autres échéances et beaucoup d'eau va couler sous les ponts d'ici cette présidentielle. Et ce n'est pas parce que, d'ailleurs, que ce soit Juppé ou Fillon, hein, ce n'est pas parce qu'ils vont gagner cette primaire de la droite et du centre que ça va faire un tapis rouge jusqu'à l'Élysée. La route sera beaucoup plus escarpée que ce qu'ils veulent bien dire ou laisser croire. Beaucoup ont dit justement, vous le dites avec justesse, que celui qui allait réussir cette primaire de la droite et du centre serait le prochain président. Mais bon, il y a beaucoup de parcours, comme vous le disiez, à faire encore. Michel, vous vouliez réagir? Oui, juste pour revenir sur cette histoire de fonctionnaires, de destruction d'emplois de la fonction publique, plus exactement. Des expériences ont été menées, c'est là-dessus que s'appuie un petit peu François Fillon surtout, en Suède, au Canada, en Angleterre, où on a réduit jusqu'à 20-25% le nombre de fonctionnaires, mais sur des durées de 10 ans. Pour des résultats en Suède et au Canada, où effectivement la dette a beaucoup diminué. En Angleterre, par contre, ça a été un échec. Donc la question est de savoir si ces modèles scandinaves, nord-américains ou anglo-saxons sont transposables chez nous. Nous, on connaît notre esprit latin, notre façon de descendre dans la rue, notre envie de descendre dans la rue quand il y a des problèmes. Franchement, je crois que c'est un mur. Alors, beaucoup évoquent le fameux plafond de verre pour l'arrivée un jour de Marine Le Pen au pouvoir. Là, je pense que la destruction d'autant d'emplois de fonctionnaires risque d'être un plafond de verre pour l'arrivée de François Fillon à la tête du pays. C'est vrai que rouvrir la guerre au niveau économique et au niveau du statut de cette fonction publique nationale ou territoriale, c'est un premier risque. Et le deuxième risque, c'est aussi rouvrir la guerre au niveau de la société civile sur les questions sociétales. Revenir sur le mariage pour tous, revenir sur l'adoption plénière pour les couples homosexuels, c'est aussi un grand risque, parce que la société française a beaucoup évolué et on est à 1000 lieues de ces vœux-là au niveau de l'ensemble de la société française. Donc, le futur président de la République aura beaucoup à réfléchir avant d'entreprendre de telles réformes concomitantes, en tout cas. C'est une primaire à droite et au centre, et les deux candidats sont d'accord avec notre projet. Comment l'expliquer ça, Patrick? Ils ont cité le pape François, oui, tous les deux. C'est vrai. C'est quand même bizarre, ça. Non, on l'a jamais vu jusqu'à présent. C'est clair que le pape François, de par sa personnalité, est un pape aussi complètement atypique, surtout quand on essaye de comparer par rapport à son prédécesseur. Jean-Paul II était vraiment charismatique, celui qui a séparé Jean-Paul II du pape François. Il y avait une personnalité totalement différente. Donc là, on retrouve avec le pape François cette figure proche des gens, qui sait parler, on a l'impression qu'il connaît vraiment les difficultés de l'existence, qu'on peut retrouver dans les problèmes familiaux, les problèmes personnels, les problèmes économiques. Tout ça, lui, il l'a vécu personnellement, ou alors il a vraiment été en contact très proche
du peuple, des gens. Et donc, c'est vrai que, du coup, quand on est homme politique, on peut se permettre de citer le pape François parce que ça parle justement aux gens, y compris à ceux qui ne sont pas catholiques, mais qui ont une affection, une empathie pour ce personnage et pour ce pape François. C'est vrai qui malgré quelques déclarations qui parfois aussi peuvent, entre guillemets, choquer, a quand même une parole vraiment surprenante et donc qui revivifie quand même un peu ce monde catholique. Et qui peut apporter des voix, donc Bien sûr. on l'aura compris. Est-ce qu'il y a des gens de gauche, Michel, qui ont voté à ce premier tour? Alors, d'après les sondages, enfin c'est toujours pareil, maintenant est-ce qu'on peut s'y fier beaucoup, je ne sais pas. En tout cas, d'après les sondages qui ont été faits au sortir des urnes dimanche, il y avait à peu près entre le vote de gauche représenté autour de 15%, le vote Front National autour de 8-9%. Et la gauche a voté pour qui? Alors, la gauche a voté très certainement pour peut-être. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Il y a la première hypothèse qui serait celle d'éliminer Sarkozy par pure vengeance, voilà, détestation, exactement, c'est le mot rejet. Or, on sait que François Hollande aurait souhaité comme meilleur adversaire Nicolas Sarkozy. Bon. On peut aussi se demander si la gauche a voté pour avoir Juppé en face du futur candidat de gauche. C'est une question, voilà. Bon. Alors, le Front National a voté pour qui? On peut aussi se poser la question. Pour éliminer Sarkozy, on peut l'imaginer un petit peu. Là aussi, par vengeance, par détestation. Reste à savoir ce que cet électorat-là fera dimanche prochain. Se déplacera-t-il d'abord, autant en nombre deuxièmement, et quel sera son choix? Sur la question, est-ce que la gauche a voté en Lozère, moi j'aurais plutôt tendance à répondre que non. Il y a quelques chiffres qui peuvent nous laisser penser cela. Il suffit de regarder Bureau de Florac. Donc on est là bien sûr dans des cantons complètement acquis à la gauche. On est à 3,71% de participation. Donc c'est quasiment nul. C'est-à-dire c'est les gens de droite des cantons de Florac, autour de Florac, qui sont allés voter. On prend aussi le Collet de Dèze, le bureau de vote du Collet de Dèze, là aussi dans des fiefs de la gauche lozérienne. Le pourcentage de participation, c'est 4,21. Donc ce sont des chiffres vraiment très faibles. Et donc on se rend bien compte que dans ces parties-là du territoire lozérien, la gauche n'a pas souhaité prendre part au vote. On peut aussi analyser la préfecture, notre préfecture, on demande, la commune demande, sur le bureau de la commune demande, on est à 573 votants, 570 exprimés. Ça fait un pourcentage de 7,42. C'est totalement... c'est plus que moyen. C'est très moyen. Donc là aussi, on sait que Mende, depuis quelques années, depuis quelques mandats, on l'a vu avec Alain Bertrand, Mende est plutôt maintenant une ville de gauche, et donc on ne peut pas dire que cette gauche qui vote sur Mende s'est jetée sur les urnes pour voter. Donc j'aurais tendance à dire que la gauche, en Lozère, n'a quasiment pas pris part. Alors, je ne sais pas s'il va m'en vouloir, mais je profite de la perche que tu me tends pour quand même dire que si aujourd'hui on fait un débat, c'est parce qu'on n'a pas pu organiser un débat de la primaire. On a eu cette volonté, aussi bien RCF que la Lozère Nouvelle, de réunir autour de cette table tous les référents départementaux des 7 candidats au premier tour de cette primaire. On n'a pas pu le faire. Certains candidats étaient favorables à venir débattre, ils n'ont pas pu. Alors peut-être que Pierre Morel ne reconnaîtra jamais qu'il est à l'origine du fait qu'on n'a pas pu organiser ce débat, mais nous savons très bien qu'il n'a rien fait aussi pour favoriser la tenue d'un tel débat. On aurait aimé aussi pouvoir faire un débat du second tour. C'est très bien, on est tout autour de la table, je m'en réjouis, mais on aurait préféré, là aussi, avoir les référents des 2 candidats de ce second tour. On ne peut pas le faire.
Bon, voilà, Pierre Morel a pris ce parti de ne pas s'engager. Il n'y a rien à redire là-dessus, mais c'est mon impression personnelle. Je vous la livre. À mon avis, il n'a rien fait aussi pour que ces primaires, voilà, qu'il y ait vraiment un débat vraiment prolifique ici dans ce département sur cette question quand même cruciale de la primaire. C'est aussi le revers de la médaille. Les primaires ont aussi pour vocation d'amener les candidats à exprimer ce qui les sépare. Il ne faut pas oublier qu'au lendemain du deuxième tour, il faudra de nouveau rassembler. Donc, comment revenir sur ce qu'on a dit la semaine avant, quand il s'agissait de désinguer le candidat qui est en face de soi. La primaire a une vocation démocratique incontestable, mais s'agissant de la construction du message de celui qui sera choisi pour rassembler après, c'est une vraie difficulté. Michel, un mot pour conclure? Je rebondirai sur ce que vient de dire Claude. Effectivement, la primaire a des vertus démocratiques, ça on ne peut pas le contester. Mais enfin, là encore, pour cette primaire de droite qui était inédite, hein, faut-il le rappeler encore, nous avions le choix entre donc 7 candidats, dont 5 avaient fait partie du même gouvernement. Donc le choix était peu profond finalement. Patrick, un mot de conclusion? Moi, ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que l'enjeu de ce second tour, c'est justement de savoir comment vont se comporter cette énorme masse de votants qui se sont prononcés en faveur de François Fillon. Il y a eu incontestablement la volonté d'éliminer Nicolas Sarkozy. Alors, tout le monde pensait qu'Alain Juppé serait au second tour. Donc, pour éliminer Nicolas Sarkozy, il fallait obligatoirement voter François Fillon pour avoir justement ce deuxième tour entre Alain Juppé et François Fillon. Donc, l'objectif de ces gens-là est totalement atteint. Donc, que vont-ils faire dimanche? Est-ce qu'ils vont rester tranquillement chez eux puisque finalement, ni Alain Juppé ni François Fillon ne leur convient? Leur but était d'éliminer Nicolas Sarkozy, c'est fait. Est-ce qu'ils vont rester chez eux? Est-ce qu'ils vont continuer à voter François Fillon parce qu'ils sont convaincus par le programme de François Fillon? Alors bien sûr, lui, quand François Fillon a été interrogé, il a dit non mais il y a quand même un vote d'adhésion sur mon nom. J'en suis moins convaincu que lui. Donc je pense qu'il y a une partie de ces votants qui ont voté Fillon pour éliminer Sarkozy, mais ils ne sont pas d'accord avec le programme présenté par François Fillon. Donc que vont-ils faire? Est-ce que maintenant ils ne vont pas voter Alain Juppé? C'est tout à fait possible. Maintenant que Nicolas Sarkozy est éliminé, on a voté François Fillon au premier tour, mais maintenant on va voter Alain Juppé parce que finalement, peut-être qu'on est plus proche de cette tendance, de ce que Alain Juppé veut faire pour la France. Donc c'est ça qui crée un peu toute l'incertitude. Au niveau national, cette gauche qui est allée voter pour éliminer Sarkozy, est-ce qu'elle aussi, elle va pas rester à la maison, est-ce qu'elle va pas voter au second tour? Donc ça fait quand même beaucoup d'inconnus et c'est ce qui explique un résultat quand même incertain pour dimanche. Soyons curieux, soyons citoyens et regardons le débat de demain soir avec beaucoup d'intérêt. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que le second tour va se dérouler dimanche. 19 bureaux de vote sont à nouveau ouverts dimanche pour faire ce choix entre Fillon et Alain Juppé. Merci à vous également d'avoir suivi.